Ici, au regard de l'âge du président Koudou Laurent Gbagbo, l'initiative aurait dû être l'initiative du président Cheikh Tidiane Thiam. Quand vous n'avez pas fait la prison, vous ne pouvez pas compatir à la douleur des familles et de ceux qui sont en prison. Que vous l'ayez demandé ou pas, il y a ce qu'on appelle la responsabilité morale. Est-ce que moralement, vous pensez que vous n'avez pas un rôle à jouer? Est-ce que moralement, Cheikh Tidiane Thiam peut dire qu'il n'a rien à se reprocher? Quand on l'a vu pendant les meetings de nos compatriotes en France, il a parlé. Quand il y a eu des entretiens, des interviews, il a parlé. Des jeunes ne se sont pas fait prier parce que Tidiane n'avait pas besoin de dire sortez. Ils ont fait son combat. L'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion aurait dû être une initiative première du PDCRDA, un parti qui se dit non violent. Et aujourd'hui, c'est vous qui allez dans les localités demander au peuple de vous soutenir. Vous êtes libre de voter le PDCRDA dans vos régions. Vous êtes libre de leur accorder votre confiance. Mais rappelez-vous, le jour que vous serez dans le problème, la PDC ne sera pas là pour vous. Ils ont besoin de vous. Parce qu'ils ont besoin de votre vote. Mais le jour où vous serez dans le problème, là, vous ne les verrez pas. Ils viennent prendre et puis ils s'en vont. Mais en retour, ce que vous attendez là, vous n'allez pas obtenir. Donc, alors, pourquoi vous emmerger dans cette affaire de PDCRDA? Pourquoi vous ne laissez pas Cheikh Tidiane Thiam là finir son mandat, il n'a qu'à partir, et puis quelqu'un d'autre n'a qu'à venir, vous allez sur le. Parce que lui, il ne peut pas mener votre combat. Il n'a pas ce qu'il faut pour mener le combat. Je vais vous démontrer ça tout à l'heure. Vous n'avez qu'à écouter ce monsieur. Écoutez. Monsieur le Président, quand on a été comme vous-même un abonné des prisons politiques, un abonné des prisons politiques, Tidiane Thiam a-t-il été une seule fois en prison? Est-ce qu'il comprend la douleur des familles dont les parents sont incarcérés, d'autres sont blessés à vie, d'autres sont handicapés à vie, d'autres sont dans les hôpitaux jusqu'à l'heure où nous parlons, d'autres sont 6 pieds sous terre. Est-ce que Tidiane Thiam comprend cette douleur? Je ne crois pas. Le PDC, même si le PDC voulait participer à ces élections, il y avait un préalable. Mais je crois que le PDC ne voulait pas voir son nom être associé aux manifestations qui ont eu lieu. Par crainte que ces candidats soient recalés par soit la commission électorale indépendante, soit le Conseil constitutionnel. Est-ce que vous comprenez le double jeu de ce parti qui a donné, avec, j'aime pas l'expression, mais prenez ça comme vous voulez, l'indépendance à la Côte d'Ivoire? Marie Corée avait plus de courage, plus de détermination, plus d'abnégation, plus de volonté que Cheikh Tidiane Thiam. Marie Corée n'est pas parent de Foy. Elle était de Grand Bassam. Tidiane Thiam est le petit-fils de Foy. Comment peut-il trahir le combat? Parce que, écoutez-moi, détestez-moi, je m'en fous. Haïssez-moi, je m'en fous. Insultez-moi, c'est votre problème. Dieu fera justice en tout cas. C'est sûr de la vérité là. Dieu rendra justice d'une manière ou d'une autre. Regardez bien. Dieu pose un prélat. Tidiane Thiam veut gouverner la Côte d'Ivoire. Je vais vous montrer la face de Tidiane Thiam. Si vous estimez qu'il peut gouverner la Côte d'Ivoire, ce sera votre choix. Mais je vais vous montrer un aspect de Tidiane Thiam. Et Dieu nous montre l'aspect de Tidiane Thiam, c'est-à-dire quoi? Quelqu'un qui ne s'assume pas, quelqu'un qui ne reconnaît pas, quelqu'un qui n'accepte pas, quelqu'un qui ne veut pas se salir, parce que Tidiane Thiam ne veut pas que son nom soit associé aux violences, à la désobéissance civile. Il veut que tout soit fait prêt pour lui, il vient et puis il prend, il va s'asseoir.
C'est comme ça les économistes se réfléchissent, hein, je vous en prie. Là où il y a bruit, là, vous n'allez pas entendre le nom d'un économiste là-bas. Il agit conformément à ce qu'il a appris dans les écoles des Blancs et ce qu'il a appliqué dans sa vie et ce qui a fait de lui ce qu'il est. Mais la politique, il ne comprend pas parce qu'il oublie une chose. Pendant qu'il était en train de compter les milliards de crédits suisses ou toute autre institution financière, on volait l'Afrique, on volait le Niger, on volait le Burkina, on volait le Mali, on volait la Côte d'Ivoire. Je vais vous raconter une petite anecdote pour vous permettre de bien comprendre. Et je ne vais pas remarquer, c'est quelqu'un d'autre qui a. Je suis tombé sur une vidéo comme ça, et puis j'ai commencé à réfléchir et dire aïe, 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 aïe. Donc, c'est vrai. Est-ce que vous savez que les véritables problèmes de la France n'ont commencé que quand le Niger a mis son pied sur son uranium, alors que Bazoum et tout cela disent que la France n'était pas obligée d'acheter l'uranium du Niger. C'est Bazoum qui a dit ça. La vidéo existe. Allez-y, tapez YouTube, la vidéo va sortir. Je l'ai entendu, je l'ai vu. Il dit la France fait une faveur au Niger. La France n'a pas besoin de l'uranium du Niger. Maintenant que, donc, la quantité qui sortait, ils ont manipulé. Le vrai chiffre a été masqué. Dès que le Niger a coupé les ponts, la France a sombré. Les entreprises sont en train de fermer en cascade en France. Quand la Russie a fermé aussi son gaz, l'Allemagne est en train de pleurer. L'Angleterre, un peu partout, c'est l'Italie et l'Espagne qui ont été intelligents, qui ont noué des accords commerciaux avec l'Algérie et le Maroc pour avoir le gaz et le pétrole et vendre à l'Europe. Mais tous ceux qui font la grande gueule, regardez comment leur économie est en train de sombrer. La question, on se pose, est-ce que Tidjane Thiam a compris la géopolitique? C'est bien beau de venir parler blablabla. Tidjane Thiam savait que s'il restait en Côte d'Ivoire, Ouattara allait l'arrêter. Il a eu les informations, il a quitté la Côte d'Ivoire, ils ont bloqué tout derrière lui, mais il a son passeport puisqu'il voyage. Il n'est pas allé à New York. Avec quoi il allait à New York? Avec quel passeport il allait à New York? Quelle compagnie va accepter qu'il embarque? Ce n'est pas aux États-Unis, en tout cas, il va atterrir sans passeport. Donc, ça veut dire qu'il avait un passeport en cours de validité ou un nouveau passeport valide pour qu'il puisse embarquer dans un avion, même si c'est un jet privé, pour aller aux États-Unis. Alors, pourquoi il ne vient pas en Côte d'Ivoire? Ne me dites pas que Tidjane Thiam n'a pas un document de voyage, c'est faux, il l'a. Puisque ce n'est pas seulement aux États-Unis. Hein. Il n'est pas le président du monde pour se déplacer comme il veut. Non. Ce n'est pas avec un laissez-passer, il va se déplacer comme il veut. Non. Quand tu loues ton jet, tu as un passeport pour que le jet t'amène là où tu veux. Donc, il sait très bien, il se déplace en Europe, il se déplace hors de l'Europe. Donc, ça veut dire qu'il a un passeport. Pourquoi il ne vient pas en Côte d'Ivoire? Pourquoi il ne vient pas? Alors, moi, je demande, je vais lancer le dernier, enfin pas le dernier, mais aujourd'hui, c'est un autre appel. Sanctionner le PDCRDA parce que ce parti. Mais il y a des gens qui sont comme des moutons au RHDP, ils ne vont jamais quitter derrière le PDCRDA. Ça, c'est votre choix que nous respectons. Mais nous disons à tous doués de sens de bien réfléchir. On ne vous dit pas d'abandonner le PDCRDA. On vous dit ces élections-là, il faut les sanctionner pour qu'ils comprennent bien qu'ils ont commis des erreurs. Parce que si vous leur accordez vos voix, ils ne comprendront pas. Ils vont continuer à vous manipuler et puis sortir après pour dire autre chose. C'est pourquoi je prie Dieu que Cuibert, c'est ça, Cuibert, qu'il brûle en enfer. Mais avant de brûler en enfer, là, je voudrais dire, Dieu, mon Dieu, pardon. Ce que tu as fait contre le PDC à Cuibert, tu as très bien fait. Ensuite, il va brûler en enfer. Mais Ouattara, ce que tu as fait contre Tidjane Thiam, là, Dieu pardon, Ouattara, tu as bien fait. Va brûler en enfer après. Voilà ce que moi je dis. Tout ce qui arrive au PDCI, là, Tidjane Thiam est responsable. Il doit réfléchir. Moi, je ne sais pas comment les gens réfléchissent. Quoi. Parce qu'ils sont chez les Blancs. C'est ce que Ibrahim appelle les esclaves du salon. Ils veulent tellement plaire aux Blancs qu'ils ne veulent même pas qu'on entende que leur nom. Mais pourtant, tu as vu dans le meeting, non?
Je ne sais pas, peut-être que quelqu'un l'a appelé pour dire, pardon, ça c'est pas bien, on t'a pas connu comme ça. Et puis, du coup, pourquoi on peut compliquer? Ah non, non, nous, on n'a pas fait boycott, hein. C'est parce que notre candidature a été rejetée. Donc, ceux qui ont boycotté, qui ont été arrêtés, qui ont été jetés en prison, ça, c'est pas notre affaire. Et puis, vous allez les voter. Allez les voter. Alors, on continue. En 92, jeunes, nous avions rendu visite à vous et à vos compagnons qui étaient embastillés à la Maka. Nous pensions que les séjours carcéraux pouvaient être terminés. Hélas, à partir de 2012, nous avons rendu visite à La Haye. Voyez-vous, chers camarades, une prison reste une prison. La prison en elle-même est suffisamment contraignante pour la personne qui se trouve incarcérée. Mais le pire, c'est que cette personne ou ces personnes aient le sentiment d'avoir été abandonnées, oubliées. Merci. C'est cette partie-là que je voudrais que le PDC-RDA retienne. Avoir le sentiment d'être abandonné. Avoir le sentiment d'être trahi. Je reviens là encore. Excellence, Monsieur Laurent Gbagbo, président du Parti des peuples africains de Côte d'Ivoire, le PACI. Madame la Présidente, marraine des messagères, honorables membres de la direction du parti, Mesdames et Messieurs, à bon rang, grade et qualité. Excellence. Je voudrais que les prisonniers d'opinion, où qu'ils soient, se rendent compte que nous ne les avons pas oubliés en ce qui me concerne. Voilà pourquoi je fais cette intervention-là pour les prisonniers d'opinion. Mais je n'ai pas fini. J'ai une bombe à retardement qui arrive. Je vais vous laisser écouter ça et puis je vais vous livrer la bombe. Maintenant, chacun va l'utiliser. Parce que j'ai déposé la bombe là dans la main de chacun. Chacun va l'utiliser comme il veut. Tu peux désarmer ta bombe et puis continuer ta route. Tu peux l'utiliser et puis allumer les voleurs qui sont à la tête de la Côte d'Ivoire. Écoute. Monsieur le Président, je suis effectivement Madame Dosso Bintou, l'épouse de votre collaborateur, le ministre Aurélien Dosso. À ce pupitre, je prends humblement la parole au nom des familles, de nos parents, frères et sœurs, époux encore privés de liberté pour avoir cru en la liberté. Que mes mots soient portés par la dignité des souffrances vécues, mais aussi par la force inébranlable de notre espérance. Je suis ici comme la voix de celles qui pleurent en silence, de ceux qui n'ont plus de voix, et de tous ceux dont la lumière a été enfermée derrière les murs de béton de la prison. Je parle au nom des familles du ministre d'État, Lida Kwasi Moïse, de l'ambassadeur Kone Boubacar, du vice-président Damana Adja Pikas, du colonel Keke Joël, et Daï Nestor, Blaise Lam, Armand Kripé, du lieutenant Achille Kola, Gala Kourebi, Ziggy. Que dire au nom des familles de toutes ces jeunes femmes, des hommes dont le seul tort est leur amour pour ce pays qui leur a donné naissance. Leur nom résonne aujourd'hui non seulement dans nos cœurs, mais dans l'histoire vivante de notre pays, car chacun d'eux porte une part de la vérité de la Côte d'Ivoire. Excellence, la douleur que nous portons est cette grande, mais notre espérance est encore plus grande.
proches ne sont pas des chrétiens. Qu'est-ce que le PDC RDA n'a pas compris ici? Qu'est-ce que Cheikh Tidiane Thiam n'a pas compris? On me dirait qu'il a été mal conseillé, mais c'est lui qui a causé des problèmes à Gikawe. Mais quand on vous conseille là, est-ce que vous prenez pour argent comptant ce qu'on vous a dit? Vous écoutez différentes versions par rapport à la même situation. Vous réfléchissez, vous prenez votre temps et puis vous rendez votre décision. Mais là, ce qu'elle est en train de dire, est-ce que Cheikh Tidiane... Bon, Tidiane Thiam, il est avec son épouse et ses enfants, bien assis, bien logés, au frais, au chaud, chez lui, dans son luxueux appartement en Europe. Il vit bien, sa femme ne connaît pas ça, ses enfants ne connaissent pas ça. Mais tu ne peux pas vivre comme ça et prétendre gouverner un pays. Mais je vous jure au nom de Dieu, vous donnez la Côte d'Ivoire à Tidiane Thiam, Alassane Ouattara est petit. Je dis bien, Alassane Ouattara est petit. Tidiane Thiam va vendre jusqu'au dernier centimètre carré. Mais il est pire qu'Alassane Ouattara, Tidiane Thiam. Au moins, Alassane Ouattara ne cache pas ses intentions. Il ment, on le connaît. Il vole, on le connaît. Mais Tidiane Thiam cache bien son jeu. Quand ces hommes, soi-disant fonctionnaires internationaux, viennent dans notre pays, prétendent nous montrer la démocratie, prétendent nous montrer la bonne gouvernance, à cause de Dieu, prenez le pousseur de chariot dans la rue, là. Mettez le président, c'est mieux que ces gens-là. Ce qu'elle dit ici, est-ce que Tidiane Thiam peut comprendre quelque chose dedans? Est-ce que Tidiane Thiam comprend ce qui est en jeu? Il ne comprend pas. Il n'a pas ce qu'il faut pour comprendre. Parce que son système, son mental, sa psychologie, sa conception, sa façon de voir est déconnectée de ce qu'elle parle. Ils ne sont ni des voleurs, ni des fauteurs de troubles, ni des ennemis de la nation. Ils sont simplement des citoyens, des cadres, des militants, des pères, des mères, des serviteurs de la République. Comment tu peux dire non, on n'a pas fait boycott actif? C'est parce qu'on a retiré notre candidature. Il y a des Ivoiriens qui vont aller voter pour le PDC-RDA dans leur région. Voilà, Bilal, moi je demande à Dieu, tous ceux qui vont élire candidat du PDC-RDA, je demande à Dieu, même si Dieu tu veux tuer Alassane Ouattara demain, pardon Dieu, il ne faut pas faire ça demain. Il faut attendre l'élection va finir. Partout il y a un candidat du PDC, là, Alassane Ouattara, il faut mettre le feu là-bas. C'est-à-dire il faut mettre piment dans leurs yeux. Quand tu finis, c'est plus Dieu te tue, là, il va t'humilier. Voilà, c'est bon. Parce que vous qui allez voter PDC-RDA, là, voilà, Dieu demande à Dieu, à cause de vous, Alassane Ouattara, Dieu n'a qu'à regarder un peu ce qu'il veut faire à la Ouattara. Il n'a qu'à laisser Ouattara vous humilier dans vos régions, vous allumer les uns comme les autres avant de tuer Ouattara. Parce que vous ne méritez même pas la pitié des gens. Vous ne méritez. Moi, là, je vais aller voter PDC-RDA. Et puis sortir des vidéos, on fait ça, on fait ça. Sortez une vidéo sur Ouattara. Moi, je vous attends au tournant. Moi, je dis, face à Ouattara, là, PDC-RDA, là, je soutiens Ouattara. Au nom de Dieu, je soutiens Ouattara. Et ce n'est pas démagogie, ce n'est pas hypocrisie. Face au PDC-RDA, là, moi, je soutiens le RHDP. Face au PDC-RDA, là, je soutiens Alassane Ouattara. Face au PDC-RDA, là, je suis avec Alassane Ouattara. Si vous ne méritez même pas qu'on vous écoute. Vous ne méritez même pas qu'on prête une oreille attentive à ce que vous dites. Donc, la douleur des gens, ce n'est pas votre problème. Tout ce qui est dans vos têtes, on a réuni les bases, on a réuni ici, on a fait. C'est ça que vous faites, non? Alors, je prie Dieu que vous ayez raison. Et je prie Dieu que vous gagnez dans certaines régions. Et je prie Dieu que cette victoire-là soit le plus grand regret de ces régions où ils vont voter. Que le RHDP là, montre sa vraie tyrannie là-bas. C'est qui vous voulez voter, non? C'est pas si vous voulez, non? Allez-y. M'écoute. Qui ont simplement choisi d'exprimer une conviction politique. Leur vérité, la vérité. Pour leur quête de vérité et de justice, depuis des années pour certains et des mois pour d'autres, la vie de nos proches est suspendue. Les enfants grandissent en demandant chaque jour, maman, quand est-ce que papa revient? Les vieillards
attendent, assis au seuil de la maison, que leur fils franchisse la porte de la maison. Ça, c'était compliqué pour le PDCI de comprendre. Un enfant qui demande à sa maman chaque jour, ouais, papa. Moi, je me rappelle, souvent quand je sors, donc c'est le papa, tu viens à quelle heure? Et quand je dis net, il prend le téléphone, papa, tu es où? Il faut rentrer. Et je suis fier quand c'est ça. Mais et ceux qui font ça là, comment je dois me sentir pour ces enfants-là qui demandent à leur maman? Mais Tidiane Thiam n'a pas d'enfant ou bien quoi? Parce que pour avoir une attitude pareille au PDC, c'est que vous n'avez pas de cœur. Vous n'avez pas de famille. Mais Clem Sia, je parle avec elle. Elle a ses enfants qui sont là. Elle dit, Keita, je ne vais pas surcharger mes enfants. Elle a des enfants qui sont là. Mais comment vous pouvez faire ça au PSRDA? Ces enfants qui demandent leur papa là, vous faites quoi? Quand est-ce qu'il va rentrer? Au moins, le président Gbagbo Laurent, malgré son âge, malgré le poids des luttes qu'il a menées durant les générations et les années, physiquement, ça se voit sur lui. Même les déplacements sont pénibles pour Gbagbo. Mais il le fait pourquoi? Voilà un homme qui est digne de confiance, un homme qu'on doit respecter, un homme qu'on doit honorer. Il sait ce qui est en jeu, parce qu'il est père de famille, parce qu'il a fait la prison. Parce que ceux avec qui il marche, ils ont commencé la marche depuis des années. Tous ceux qui sont avec Tidiane Thiam, depuis quand ils ont commencé à marcher, vous êtes pathétiques, pitoyables, regrettables. Vous êtes tous des marmailleurs, des menteurs, des manipulateurs au bureau politique du PDCRDA. La direction du PDC, vous êtes tous pathétiques. Vous avez connu Tidiane Thiam quel jour? Vous avez connu Tidiane Thiam quel jour? Depuis combien de temps vous avez commencé à marcher avec Tidiane Thiam? Quelles sont les difficultés que vous avez affrontées avec Tidiane Thiam? Quels sont les défis que vous avez affrontés avec Tidiane Thiam? Donnez-moi un seul nom de tous ceux qui sont dans le bureau du président Gbagbo. Donnez-moi un seul nom. Donnez-moi une seule personne qui n'aurait pas fait au moins 10 ans avec le président Gbagbo. Tous ceux-là, ils sont avec le président Gbagbo bien avant 80. D'autres sont venus après 85. D'autres sont venus après 90. Mais beaucoup parmi eux, ce sont des amis de 90. Il a dit, en 92, ils sont allés rendre visite au président Gbagbo à la Maca. De 92, tous ceux qui sont avec Laurent Gbagbo, même dans la picture, c'est des gens depuis 1990 qui sont avec Laurent Gbagbo. Ça fait combien d'années maintenant? 90, ça fait 35 ans. Beaucoup, ça fait 35 ans, minimum 30 ans, ils sont avec Gbagbo. Au PDC, là, dites-moi, qui a fait 10 ans avec Tidiane Thiam? Qui le connaît? Pendant toutes ces années, il était où? Il était à l'extérieur. Il se vante d'avoir été directeur de grands travaux, ça c'est vrai. Pendant combien de temps tu es resté avec eux? Pendant combien de temps tu étais leur directeur? Après que le régime de Bédié soit tombé, tu as quitté la Côte d'Ivoire, est-ce que tu avais un point avec tout cela? Pour que tu adhères, moi j'ai entendu Gikawe parler, pour que tu adhères au bureau politique du PDCRDA. Le président Bédié ne voulait même pas parce que tu connaissais Tidiane Thiam. Mais c'est Gikawe qui s'est battu pour que tu sois intégré au bureau. Et Bédié a exigé que tout ce qu'il y avait comme arriéré, que tu payes tout. Tu as payé parce que tu avais l'argent, tu as payé tout cash. Mais attendez, toi tu ne participais même pas à la vie d'un parti et miraculeusement, je m'en fous de Jean-Luc Billon, et miraculeusement tu es projeté à la tête du parti. Même si tel est le cas, est-ce que tu dois ignorer ceux qui ont donné leur vie pour le parti, ceux qui ont donné leur corps pour le parti, ceux qui sont en prison à cause du parti? Mais parti, parce que tu es le président du parti, donc moralement, tu es responsable de tout ça. Ah non, 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 non. Nous, on n'a pas dit à quelqu'un de sortir. Nous, on n'était pas dans le boycott actif. Nous, on n'a pas participé parce que Tidiane Thiam, notre candidat, a été retenu. Autant pour moi, a été recalé. Ah bon? Donc, on peut essayer d'écouter ici. Les épouses se battent seules pour maintenir la famille debout. La nuit
Nos larmes coulent, mais chaque matin, nous nous relevons car l'espérance est plus tenace que la douleur. Espérance, je dis oui. Et vous, Excellence, en êtes la source. Votre présence debout au milieu de nous dans cette épreuve carcérale nous donne l'assurance de la libération très proche de notre. Et cette rencontre d'aujourd'hui ne nous dédie pas. Donne-moi une seconde. Hein. Donne-moi une seconde, donne-moi une seconde. Il y a un message qui a été, je crois, il y a un bâtard qui est là, un enfant de capote percée, un bâtard qu'on appelle le technipop, il y a beaucoup de, tu n'as même pas de nom. Tu utilises des trucs bâtards que tu es 1000 fois bâtard. Ton père bâtard, ta mère bâtard, il y a beaucoup de fils de pute, en fait, de capote percée. Bâtard imbécile que tu es. Technopop, là, il vous le si tu es garçon, il faut venir m'affronter. Bâtard, dans la dingue que tu es. Je continue pour moi. Allez, allons-y, on continue. On continue. Nous tenons à exprimer notre profonde gratitude à vous, Excellence, pour avoir convoqué cette rencontre en vue de prendre à bras le corps la question de la libération de nos proches. À votre épouse, Madame Nadi Bamba Gbagbo, pour sa présence maternelle, affective, à nos côtés dans cette épreuve. À la direction du parti qui n'a jamais abandonné les leurs dans les liens de la prison. Aux avocats, militants, personnalités politiques, organisations de défense des droits humains et à ces anonymes qui refusent de laisser nos proches disparaître dans les méandres de l'oubli. Merci à tous de nous donner de continuer à croire que la liberté n'est pas un vain mot, mais un droit. Excellence, que Dieu vous bénisse. Merci à cette dame. C'est compliqué d'entendre ça. Et le combat, c'est le même. Moi, je ne changerai pas de posture. Je mène ce combat depuis un bout de temps. Permettez-moi. Je vais voir, il y a des j'aime bien cette façon de faire de YouTube là. Moi je ne vois pas ici pour ne pas être distrait, mais sur les écrans de surveillance là, j'ai tout ici. Donc j'ai tous les commentaires qui sont là, les bâtards qui vont venir, je vais les foutre de ici, c'est pas votre place. Je continue alors. J'aurais souhaité voir le PDCRD. Gbagbo est beaucoup trop vieux. Je répète, il porte le poids de l'âge, le poids des épreuves, le poids des défis, le poids des luttes politiques. Il porte encore pire le poids des différentes prisons, depuis Oufoué jusqu'à Ouattara. Le même Ouattara qu'il avait mis en prison en 1992, c'est le même Ouattara avec la complicité de Sarko qui bombarde la résidence présidentielle, qui le fait arrêter et qui l'envoie à La Haye. Mais il y a un karma entre Gbagbo et Ouattara. Il y a un combat spirituel que vous et moi, nous ne voyons pas. Gbagbo n'a pas demandé ce combat. C'est Ouattara qui a engagé le combat. Et Gbagbo laisse pour lui à Dieu. Et Dieu gère ça pour Gbagbo Lora. Mais je marque une petite pause. Je voudrais dire à notre soeur, notre maman, Nadia, épouse Gbagbo, l'histoire retiendra qu'un jour vous étiez l'épouse du président Gbagbo. L'histoire retiendra qu'à cette époque-là, voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous avez fait, voilà ce que vous avez fait. Je souhaite que cette intervention que je fais par rapport à l'épouse de notre président, notre papa, le président Kodo Laurent Gbagbo, contrairement à ces idiots qui se livrent à attaquer Charles Goudé, moi je n'ai pas le temps pour ça. Ce que je peux demander à Nadia, tous ces petits bâtards qui s'excitent là, qui attaquent Charles Goudé,
Parce que Dieu va parler à notre sœur Nadia. Le jour que chacun sera dans sa tombe, tu es musulman, je le suis autant que toi. Mais Dieu va poser une question à chacun de nous. Ce que nous avons fait, ce qu'on aurait pu faire, ce qu'on aurait pu éviter. Que Guillaume Vergès ait raison ou pas, que Charles Goudé ait menti ou pas, je demande à l'épouse du président de se rappeler de ce dicton. Derrière un grand homme, il y a une grande dame. Je voudrais dire à Nadia Bamba de mettre, si tout ce qui est dit est vrai, il n'y a pas de fumée sans feu. Vrai ou faux, moi, je ne cherche pas à savoir qui a raison, qui a tort. Mais ce que je voudrais lui demander, qu'elle se rappelle qu'elle est à côté d'un homme, un grand homme. Elle est l'épouse d'un ancien président. Elle est l'épouse de ce grand panafricain. Elle est l'épouse de celui-là aujourd'hui qui fait la fierté, non seulement des Ivoiriens, mais des panafricains à travers le monde. Que sa frustration, ses émotions personnelles ne viennent pas aveugler son jugement. Qu'elle montre de la hauteur, c'est ça aussi la grandeur d'une femme. Qu'elle sache prendre de la hauteur. Est-ce que moi je dis, il faut chercher à savoir ce que Blé Goudé a fait, c'est parce que je dis. Même si Gbagbo n'était pas d'accord avec Blé, je l'ai dit la dernière fois, c'était à elle de dire, chérie, c'est pas comme ça. Tu es un grand homme, tu as dirigé ce pays, le monde te regarde, il y a une façon de faire les choses. Moi, je pense que Nadia doit être la première conseillère et la première complice du président Laurent Gbagbo. C'est un être humain. Vous n'avez qu'à regarder aujourd'hui le poids de l'âge et des défis. Hein, les prisons pour vous rendre compte que c'est vraiment un être humain. Regardez, il a de la peine même à marcher. Donc c'est un être humain. Il est né, il grandit, il va mourir comme nous tous. Mais qu'est-ce qu'il aura laissé comme héritage? C'est ça que Nadia Bamba, elle est plus jeune que Simone Gbagbo. Et c'est à ça que Nadia doit s'atteler. Quel héritage politique Gbagbo leur a laissé? Parce que si Nadia ne fait pas attention, elle va ternir, elle va détruire tout le travail de Gbagbo Laurent depuis ces années. Parce que vous savez, aujourd'hui, la presse n'est plus unipolaire. Non. Aujourd'hui, la communication est multipolaire. Tout le monde prend son téléphone, il parle. Et aujourd'hui, quand vous regardez, 80%, tout le monde donne tort à Nadia. Tout le monde l'accuse. Et moi, je pense qu'elle peut faire mieux que ça. Je pense qu'elle a intérêt à mettre la barre haute. Celle avec le président, et je voudrais demander au président Gbagbo, parce que Nadia prend des décisions, c'est vrai, c'est sa femme qui l'envoie. Mais quel est le rôle de Nadia au sein du PPACI? Mais que le président Gbagbo définisse clairement quel est le statut de Nadia Bamba au sein du PPACI. Si elle a un poste, qu'elle soit nommée vice-présidente, qu'elle soit nommée ceci, qu'elle soit nommée cela, elle prendra la parole à cet effet. Parce que quand Nadia sort, elle parle au nom du président du PPACI, mais les gens donnent raison tout de suite aux détracteurs de Nadia. On dit, mais elle n'est même pas membre du PPACI, elle est la femme du président, mais il y a des vice-présidents, il y a des commissaires, mais pourquoi c'est elle qui va parler à la place des autres? Donc il y a tout ça, il faudrait que le président Gbagbo revienne à tout ça et qu'il mette de l'ordre. Si elle doit occuper un poste, qu'elle occupe un poste. Si elle doit être candidate, bon, législative, ils ont dit non. On ne sait pas, peut-être municipal, le PPACI va aller, on ne sait pas. Mais tout dépendra. Si elle veut occuper un poste, que le président lui donne un poste. Et puis je dis une dernière fois, Nadia, pardon. Nos mamans là, c'est pas comme ça. Nos mamans là, souvent, nous, on voyait nos papas insulter nos mamans parce qu'elles ne sont pas d'accord avec lui sur certaines décisions. Il insulte devant les gens, mais après, il fait ce qu'elles ont. Parce qu'après, il réfléchit, il se rend compte qu'elles avaient raison. Mais comme on connaît l'orgueil des hommes, là, il va pas venir, ah, tu avais raison. Lui, il vient et puis il fait ce que tu as dit, mais il dit rien. C'est là, maintenant, les mamans, là, et tu avais qu'à dire, tu as vu, il a fait. Insulter, là, c'est pas grave. Parce que sinon, on fait rien, là. C'est nous tous notre nom qui est gâté. Donc, Nadi, tu vois, tu n'arranges pas ici. À cause de toi, le président Gbagbo est insulté. Et toi-même, tu es insulté. Et le combat du président Gbagbo, aujourd'hui, est très difficile au regard de son âge. Donc, toi, tu devrais être celle qui met bas la terre, celle qui apaise les tensions, mais pas celle qui sera pointée du doigt comme la source des tensions. Moi, je pense que Nadi, tu peux faire mieux que ça. Parce que refuser de se remettre en cause, là, Dieu appelle ça l'orgueilleux. Et Dieu a horreur des orgueilleux.
refuser de se remettre en cause. Vous vous rappelez combien de fois je suis venu ici pour dire, ah, j'avais tort et puis j'ai présenté mes excuses. Moi, je fais ça tous les jours. Donc, ça ne te coûte rien, Nadia, de savoir que c'est une erreur que tu as commise. Peut-être, je ne t'accuse pas. Je dis, tu dois être celle qui doit rester aux côtés du président. Même s'il prend certaines décisions, Gbagbo et toi, vous parlez et tout le monde sait que vous parlez. Tout le monde sait que vous parlez. Sinon, pourquoi il va t'envoyer pour aller le représenter dans des localités alors qu'il y a des gens du PPAC qui peuvent le faire. Donc, vous parlez. Si vous parlez, vous communiquez. Si vous communiquez, tu peux donner des conseils au président. Tu peux le dissuader par moment. Cette affaire de Charles Blé Goudé, comme l'a dit Guillaume Verger, ça n'aurait jamais dû être porté à la place publique. C'est parce que, quelque part, peut-être que tu t'es laissé emporter par la colère, la frustration. Moi, j'estime que tu étais beaucoup jeune à cette époque, certainement. Tu étais jeune à cette époque. Et cela fait des années maintenant. Donc, tu as pris de l'âge. Mais il ne faut pas en se blaguer. Quand Gbagbo partait à la haie, est-ce que c'est le visage que tu as aujourd'hui? Est-ce que c'est le même? Aujourd'hui, tu as les cheveux blancs, non? Est-ce que tu avais les cheveux blancs quand Gbagbo partait à la haie? Tu n'avais pas les cheveux blancs. Tu es resté la même Nadia, mais tu n'avais pas les cheveux blancs. Aujourd'hui, tu as les cheveux blancs, non? Ça ne veut pas dire que tu es plus vieille. Mais ça veut dire que tu as pris de l'âge. Les cheveux blancs, c'est expérience, c'est sagesse. Donc, Nadia, pardon, ça va dire quoi? Même pas la tête. Tu te réfères aux Écritures et tu mets en avant toujours ta foi. Mais moi, je te demande de faire preuve de cette Écriture de Dieu. Fais preuve d'humilité. Fais preuve d'humilité. Fais preuve d'humilité une troisième fois. Et sois celle qui accompagne le président à prendre des décisions courageuses, même s'il n'est pas d'accord et que c'est dans l'intérêt, aide-le à le faire. Alors, aujourd'hui, le président Ouattara, qui est déjà mort, mais je souhaite que Dieu pardonne, il faut suspendre un peu la sentence sur Ouattara. Il faut laisser Ouattara chicoter le PDCRDA avant de le laisser mourir. Parce qu'aujourd'hui, là, le président Ouattara a décidé. Pourquoi le président Gbagbo, pourquoi le président Gbagbo a créé cette initiative pour la liberté? Écoutez bien, regardez bien, initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. Donc, c'est une initiative. Ça veut dire qu'ils vont se donner les moyens juridiques, les moyens constitutionnels pour mener le combat à ce que ceux qui sont détenus puissent retrouver la liberté. Donc, c'est une initiative. L'initiative, il y a plusieurs volets. Il y a le volet juridique. Pourquoi Gbagbo n'a pas mis notre sœur au devant? Je vais parler de Abiba, maître Abiba Touré. Moi, je pense qu'ici, il a très bien fait. Parce que Abiba devient de plus en plus une cible pour les gens-là. Pas seulement une cible d'attaque politique, mais son intégrité physique même est menacée. On me disait la dernière fois, le dernier direct qu'on faisait là, vous avez entendu, donc quelqu'un a dit que je crois, le jeune général avait été agressé, on l'a laissé pour mort. Mais à tout moment, Abiba peut être attaqué. Ce n'est pas notre souhait. Parce qu'Abiba, elle n'attaque pas, elle n'insulte pas, elle n'est pas comme nous, mais elle démonte. Vous avez vu même qu'ils se sont donné le luxe, en violation de toute la procédure pénale, de vouloir. Alors que des gens comme Abiba, ce n'est pas comme ça qu'on les écoute, ce n'est pas comme ça qu'on les entend. Et Dieu merci, ils ont refusé d'aller. Et comme ils ont refusé, ils ont laissé tomber les convocations. Mais Abiba était dedans. Mais Abiba ne les prend qu'au mot. Abiba ne dénonce que ce qu'il faut, les irrégularités. Elle ne connaît que le droit. C'est vrai qu'elle est, je crois, elle est directeur de cabinet et porte-parole, je crois, du président Gbagbo. Mais attention, tout ce qu'elle fait, c'est en fonction du droit. Elle n'est jamais sortie du cadre du droit. Mais ça n'a pas empêché le vendeur de drogue, le soulard, l'idiot, le cocotel, le maudit qui est près de l'imbécile, le biram, comment ça s'appelle? Procureur là.
Il y a un folie, idiot, vilain que tu es. Il avait appelé Habib pour aller lui dire quoi. Soumaïla Bredou, comme le PDC a la grande gueule, ils sont allés jeter Soumaïla Bredou dans la baie de l'eau. Le procureur n'avait aucun droit. Vous croyez que c'était pour entendre Soumaïla? Non, c'était pour l'incarcérer. La convocation, il savait que s'il rentrait à la préfecture de police, il n'allait pas ressortir. On s'en fout de ce qu'il va dire. Allez l'écouter là, c'était pas le problème. L'essentiel, les gens voulaient. Puisque Soumaïla, quand il était en France, là, il parlait. Et lui-même, il a dit qu'il a échappé à une tentative d'enlèvement. Mais comment quelqu'un qui dit ça, après, il vient et puis se jette dans la gueule de l'eau? Ça veut dire que moi, cette affaire de PDCR de là, je me pose des questions. Est-ce que c'est les amateurs qui ont pu le PDCR en main ou bien quoi? Est-ce que ça, la même, c'est. Attendez. Toi, tu dis, j'ai envoyé des encagoulés pour t'enlever. Et tu remercies le président Cheikh Tidiane Thiam qui t'a fait sortir du pays clandestinement avant que cela n'advienne. Et maintenant, tu vas te jeter entre leurs mains parce que tu vas être député. Mais vous croyez que c'est pourquoi il est arrivé? Mais après l'élection des députés, ils vont le libérer. On ne veut pas qu'il soit député. Ils vont le maintenir là-bas jusqu'à ce que la mandature prenne fin. Donc, il deviendra un citoyen ordinaire puisqu'il est en prison. Maintenant, si de la prison, on peut mettre sa candidature, s'il gagne là, c'est autre chose. Je ne sais pas comment ils vont gérer ça. Mais l'objectif, c'est de le maintenir en prison. L'objectif, c'est de le maintenir en prison. Ce qui est important et ce qui est fondamental, je voudrais dire aux uns aux autres, ici, le PDC s'est comporté comme un petit club d'analphabètes. Toi, tu dis, on veut m'attraper, je n'ai rien fait, Dieu merci, j'ai pu m'échapper, et puis après, tu veux te donner gratuitement entre leurs mains. Mais ça veut dire quoi? Si ce n'était pas par rapport aux élections, là, Soumaïla n'allait pas rentrer. Voilà pourquoi je dis que Cheikh Tidiane Thiam est novice en politique, il est analphabète en politique, il ne comprend pas grand-chose. Les gens pensent qu'avoir un diplôme, c'est savoir faire la politique. Mais les gens comme les Marie-Thérèse, les Marie-Corée, là, c'est des gens qui ne sont pas allés à l'école, mais ils ont compris la politique. Les Germain Kofi Gado, là, ils ne sont pas allés à l'école comme on le croyait, mais ils ont compris la politique, c'était leur compagnon de fou. Mais vous croyez que quoi? Les députés que vous fouillez, à l'époque de Foué, qui étaient à l'hémicycle, vous voyez, ils sont allés à l'école. Il y a beaucoup qui n'étaient pas allés à l'école. Les gens confondent l'instruction académique, la formation académique, l'obtention d'un diplôme. Les gens confondent ça avec l'intelligence, avec la compréhension des choses politiques. Et c'est ce qui a tué le PDC. Ils n'ont rien compris. Ils sont allés jeter blé de nuit entre les mains de ceux. Ils étaient assis. Le drogué de procureur, là, il était content. Quand il a appris qu'il est arrivé à l'aéroport, on a pris le téléphone, il vient d'arriver. Les gens auraient pu l'arrêter depuis l'aéroport. C'est parce qu'ils ont été gentils. Sinon, depuis l'aéroport, on aurait pu arrêter Bledoumi. Dès sa descente de l'avion, les gens auraient pu l'interpeller, mais ils ne l'ont pas fait. C'est le lendemain qu'ils ont convoqué. Et là, je répète, Maître Blessy, il y avait une session parlementaire. Maître Blessy, toi, tu parles des sessions parlementaires. Mais souvent, je regarde les PDC, là, je me pose la question, ou c'est eux qui sont bêtes, ou ils pensent que nous, là, on est bêtes. Un président qui a violé la Constitution, vous allez, Constitution, il a violé. Le Conseil constitutionnel a violé. La Commission électorale indépendante a violé. Donc, vous savez qu'aucune procédure, depuis que ce criminel est au pouvoir, aucune procédure constitutionnelle n'est respectée. Et puis, vous venez, vous sortez la question de la session parlementaire. Mais le procureur, là, vous ne savez pas que c'est un drogué. Regardez sa tête. Ah, attendez. Toi, tu... Bon, attendez. Je vais vous montrer la tête du procureur. Je vais vous montrer son visage seulement. Hein. Vous allez voir. Voilà. On va voir le visage seulement, c'est tout. Hein. Je vais vous montrer juste son visage. Hein. Ah. Voilà. Voilà son visage ici.
D'accord. Je vais vous montrer son visage seulement. Procureur. Allah, pardon. Voilà, c'est pas ce que je t'ai demandé. C'est pas ça que je veux. Voilà. Non, mais c'est vrai. Alors, il faut quand même pour faire sortir les petites choses, même les gens nous fatiguent. On est en... Ah, voilà. Merci, merci procureur. Voilà sa photo. Voilà votre procureur là. Hein? Celui qui est là. Alors, alors, vous voyez, ce que nous voulons dire en un mot, nous remercions dans un premier temps le président Koudou Laurent Gbagbo pour l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. Que l'initiative puisse porter ses fruits, que vous soyez du PDCRDA ou pas, ils vont mener ce qu'ils peuvent parce que vous avez entendu, il y a les avocats qui ont décidé volontairement à cet effet. Permettez-moi de vous faire écouter ça aussi. C'est important. Il y a des députés qui ont décidé volontairement de soutenir, n'est-ce pas, cette initiative-là. Bon, il y a une information tellement importante que je voulais partager avec vous. Alors, est-ce que vous savez que... Voilà, je vais vous faire écouter ça aussi. Vous savez que la Russie, je ne sais pas, mais les Français, pas les Français, pas, ce sont les Russes, ils disent que la situation actuelle, que Vladimir Poutine a décidé de frapper l'Ukraine jusqu'à ce que l'Ukraine vomisse ou haïsse même l'idée de vouloir s'attaquer encore, pas seulement au Mali, hein, mais au pays de l'AES. Donc, Poutine a décidé d'affaiblir l'Ukraine à tel point que l'Ukraine va haïr ou renier même le fait qu'il veuille s'attaquer au pays de l'AES à partir de l'Algérie. Parce que ça, c'était le plan B de l'OTAN. Les djihadistes qui ont ouvert leur base en Côte d'Ivoire reçoivent des formations en Ukraine. Ils sont formés par les officiers de l'OTAN en Ukraine. C'est eux-là qui viennent chez nous ici avec les drones ukrainiens s'attaquer à nous. Bien entendu, ça ne se fait pas sans le soutien de la Côte d'Ivoire d'Alassane Ouattara. Alors, quand nous parlons du Sénégal, je voudrais que les gens comprennent bien. Je ne parle pas du Sénégal de Ousmane Sonko, parce qu'il n'est pas président. Nous parlons du Sénégal de Diomaye Faye. Donc, nous savons très bien que même la décision de Diomaye Faye d'accueillir Embalo Sissoko, mais j'allais oublier. Ousmane Sonko a fait regretter, il a quitté le Sénégal. Comme je vous l'avais dit, il allait en chose, comment on appelle le pays là? Congo-Brazzaville. Alors, je m'arrête rapidement avant de vous faire écouter l'avocat là de l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion. Je ne suis pas contre ceux qui disent que c'est un coup d'État préparé, mais si c'est un coup d'État préparé, est-ce que ce n'est pas une humiliation pour Embalo aujourd'hui? Parce que Embalo aujourd'hui, curieusement, aucun pays de la CEDEAO ne veut recevoir Embalo. J'ai entendu l'ancien président du Nigeria, Jonathan Goodluck, qui dit que c'est Embalo même qui a demandé à l'armée de prendre le pouvoir. Je suis d'accord avec tout ça. Mais c'est parce qu'Embalo savait qu'il avait perdu les élections. Il voulait que l'armée prenne le pouvoir. Mais est-ce que cela veut dire que la prise du pouvoir de l'armée allait enrager Embalo? Parce que Embalo savait une seule chose. S'il perdait les élections, il allait demander des comptes. Mais en général, on sait qu'en Afrique, aujourd'hui, Sarkozy a été mis devant le fait accompli.
Il a été condamné, jugé, condamné, reconnu coupable, mis en prison. D'accord? Il y a un autre président là, qui a été reconnu aussi coupable quelque part en France. D'accord? En Afrique, on refuse que les anciens chefs d'État passent devant les tribunaux, même quand on crée des tribunaux spéciaux. Ce n'est jamais arrivé. À part le cas de Bougouni. Non, c'était Hissène Habré, non? Hissène Habré, c'est ça? Le Tchad, là. C'est pas Bougouni ou c'était Hissène Habré. Hissène Habré, je crois. Au Sénégal, ça c'était Macky Sall qui avait organisé ça, Macky Sall. Mais le même Macky Sall, il est où aujourd'hui? Il ne peut pas rentrer au Sénégal, arrêtons de nous blaguer. Donc, même si c'est un coup arrangé par Oumaro Ambalo Sissoko, il ne peut pas aujourd'hui rentrer en Guinée. Et en Guinée-Bissau, il ne peut pas. Parce que je vous ai toujours dit une chose. J'ai dit, vous pouvez prétendre manipuler, mais ce que Dieu va faire, Dieu vous laisse vous-même faire, mais après, est-ce que vous savez ce qui va se passer? Donc, tout ce qu'on a dit, mais regardez aujourd'hui, l'armée a permis qu'il parte, mais c'est fini pour lui. Il n'a rien à dire, c'est fini. C'est vrai qu'on n'est pas d'accord avec la suspension du processus électoral, on n'est pas d'accord avec tout ce qui a été dit, mais aujourd'hui, c'est une humiliation pour Ambalo parce que c'est lui qui est en train de traîner sa famille partout en Afrique. Et c'est une honte pour lui. Le gars qui criait fast track, il est où aujourd'hui? Le gars qui criait il faut mettre en place une armée anti-putsch au sein de la CEDEAO, c'est où aujourd'hui? Et c'est tout ça. Chacun devrait réfléchir à tout ça. Je pose la question, mais attendez, c'est lui-là qui est devenu comme ça aujourd'hui. Il a quitté le Sénégal, il allait où? Il allait au Congo-Brazzaville. C'est Denis Sassou Nguesso seul qui a décidé de le recevoir en Afrique. Question. Est-ce que c'était un coup d'État arrangé? Et Denis Sassou Nguesso, c'est le seul officiellement qui a été impliqué. Tout ce que la Côte d'Ivoire a pu faire, c'est d'affréter un avion pour qu'on aille le chercher de la Guinée-Bissau au Sénégal. Il avait été dit, du Sénégal, logiquement, il devait partir au Maroc. Mais ce qui est gênant dans tout ça, quand Ambalo a demandé à l'armée de prendre le pouvoir, Ambalo ne savait pas que ça allait prendre une telle tournure. C'est après la prise du pouvoir qu'Ambalo a compris que ce qu'il a tenté de faire lui-même est en train de se retourner contre lui. C'est pourquoi il a demandé de sortir et les militaires ont dit bye bye, ok, il faut partir parce que tu restes, c'est pas bon pour toi. Parce que les choses ont pris une accélération. Ils n'ont même pas permis à la CEDEAO de dire quoi que ce soit. Le coup d'État s'est passé aujourd'hui. Demain, le président, le temps me fatigue un peu, mais le coup d'État s'est fait hier. Aujourd'hui, il a prêté serment. Et puis, un premier ministre, le jour suivant, un premier ministre a été nommé. Donc, la cause a été entendue, c'est fini. Mais alors, si c'est un coup d'Ambalo, pourquoi Ambalo est sorti de la Guinée-Bissau? Si c'est un coup d'Ambalo, Ambalo aurait pu rester en Guinée-Bissau. Et j'aurais pu continuer la mascarade comme on l'a vu au Gabon, quelques jours de détention, et puis après, on vous laisse partir. Parce que l'Union africaine a lutté pour que Ali Bongo et toute sa famille puissent sortir. Ils sont sortis. Donc, c'est la même chose. Si Ambalo avait fait ça, je ne dis pas que ce n'est pas vrai, mais je dis qu'on peut se poser des questions légitimes à ce niveau-là. Parce qu'aujourd'hui, regardez, Ambalo, il est en train de circuler entre les capitales africaines. Il est en train de circuler entre les capitales africaines. Ambalo. Il est en train de circuler entre les capitales africaines, soyons honnêtes. Que c'est de Dakar, il est où? Il est allé à Brazzaville. À Brazzaville, il va rester là pendant combien de temps? Comment on va le regarder? Parce que quand vous faites ce genre de choses, que vous restez dans votre propre pays, il y a une certaine heure. Mais quand vous êtes en train de batifoler entre les différentes capitales, mais c'est une humiliation. L'armée anti-putsch est où? Même si c'est Ambalo qui a ordonné ce coup contre lui, il a désavoué la CEDEAO. Et la CEDEAO, pendant que nous, on luttait, la CEDEAO nous disait, quand nous on mettait notre armée, l'armée conjointe de l'AES, la CEDEAO dit, on a mis en place notre armée. Mais pourquoi cette armée n'est jamais intervenue en Guinée-Bissau? Même si c'est un coup d'Ambalo, est-ce que vous ne pensez pas qu'Ambalo, à travers ce coup-là, a humilié la CEDEAO? Des idiots comme Ouattara ont été humiliés. Est-ce que vous avez entendu Ouattara parler? Parce que
le maître n'a plus la voix. La France, pourquoi la France n'est pas intervenue? Parce que la France n'a aucun intérêt vital en Guinée-Bissau, comme la France l'avait au Mali, au Burkina et au Niger. Au Niger, les intérêts étaient énormes, puisque le volet de Ouattara lui-même a ses intérêts au Niger. Ouattara est actionnaire dans Orano. Oui, votre président Ouattara, il est actionnaire dans Orano. Orano qui a été chassé du Niger par le général Tchani. Et aujourd'hui, le Niger a décidé de vendre son uranium acquis à la Russie. Donc la France perd tout. La chute vertigineuse a commencé. La crise économique, on ne pourra pas l'arrêter. Parce que ces gens-là se vantent toujours en nous disant on est riche, on est riche, on est prospère. Mais votre prospérité est basée sur quoi? Le vol, le pillage de nos ressources. Maintenant, on vous dit de payer, vous avez tous les problèmes du monde pour payer. On volait l'or du Mali, puisque l'or sortait avec tout le sable dans les conteneurs. On ne sait jamais quelle est la quantité d'or qui était sortie. Comparant combien d'années on nous a volé. Mais je vais vous surprendre ici. Regardez bien. L'Arabie Saoudite est en train de diversifier son économie. C'est-à-dire qu'elle a tellement utilisé ses ressources pétrolières qu'ils se sont rendus compte que c'est en train de baisser, c'est en train de chuter. D'accord. Maintenant, chez nous, ici, au sein de l'AES, on nous vole. On nous vole, on nous vole. Mais les gens, ils ont pris des années, des siècles à nous voler, depuis l'esclavage, la colonisation, jusqu'à ce qu'ils ont appelé indépendance. Les gens ont continué à nous voler. Mais est-ce que vous savez que jusqu'à présent, les véritables ressources naturelles de nos pays, ces ressources-là sont restées inexploitées. Ce qu'ils ont cru que c'était bon là, c'est maintenant qu'on est en train de découvrir des réserves qu'on n'a jamais imaginées que nous, on pouvait avoir chez nous. Regardez la mine d'or, enfin, pour le moment, ce n'est pas une mine, mais regardez la réserve d'or qui vient d'être découverte récemment au Mali. De loin, elle est la plus importante de tout ce qu'on n'avait jamais imaginé au Mali. Quand on va commencer à l'exploiter, le Ghana va talonner, le Ghana prend la première place devant le Ghana, l'Afrique du Sud. Le pétrole que l'Algérie volait avec le gaz. Mais il y a des gisements de pétrole et de gaz qui dépassent l'entendement ici, dans le Mali, ici. Parce qu'il y a une partie où on fait frontière avec le Niger, le Burkina. Ce sont des zones de concentration minière, avec toutes les ressources que vous pouvez imaginer. Des zones des ressources qui n'ont pas été exploitées. Alors que les gens, ils pensent qu'ils ont exploité beaucoup. Pour eux, ils ont bâti, c'est comme ça qu'ils ont bâti leur société de consommation, qu'on appelait pays développés, pays riches. Mais ces pays développés, pays riches, moi je vous donne 50 ans. 50 ans, certains parmi vous seront encore en vie. Beaucoup parmi vous, ou beaucoup parmi nous, peut-être qu'on sera là, peut-être qu'on ne sera pas là, c'est Dieu qui le sait. Mais dans 50 ans, les choses vont changer. Dans 50 ans, c'est eux qui seront là en train de bégayer à nos portes. Dans 50 ans, c'est eux qui vont finir frapper. C'est à eux là que nous avons fait crédit. Mais c'est parce qu'ils ne veulent pas que cette époque arrive. Parce qu'ils ne veulent pas voir cette situation, ils veulent créer le chaos. Mais le terrorisme, tôt ou tard, ça va prendre fin. Tôt ou tard, ça va prendre fin. Et nous allons exploiter nos ressources. Vous croyez que nous allons rester indéfiniment dans la lutte antiterrorisme et puis ça n'a pas fini? C'est ça leur planification. Parce que pour le moment, ils ont encore des miettes pour pouvoir financer le terrorisme. Mais un moment viendra où ils n'auront rien pour financer et les terroristes vont se retourner contre eux. En ce moment-là, nous, on sera là pour regarder. Ce sera un spectacle intéressant à regarder. Quand le monstre que vous avez nourri se retourne contre vous.
Pourquoi cela va arriver? Parce que la Russie qui leur donnait tout moins cher, la Russie a décidé de tourner son dos. La Russie a compris et les Américains, dans la négociation avec l'Ukraine, ils sont en train de demander soit Zelensky démissionne, soit ils organisent les élections. Parce que l'équipe de Zelensky a été épinglée comment il dit ça même? Corruption. Des centaines de millions d'euros ont disparu, des milliards. Donc, ils ne veulent pas que la guerre finisse parce que la guerre est une manne financière pour eux. Et les Américains disent qu'ils ne veulent plus continuer de financer une guerre où la corruption bat son plein. Donc nous disons infiniment merci au président Babou. On écoute ceci pour l'avance. Monsieur le Président, Madame Nadiani Babou, Mesdames, Messieurs, membres de la haute direction du PPACI, Mesdames, Messieurs les invités, Mesdames les messagères, je prends la parole au nom de mes confrères ici présents, pas parce que je sois le doyen, mais parce que c'est cette double casquette de ce que je suis aussi quelque part membre de la direction, secrétaire national technique en charge de la justice et des droits de l'homme. Et ce matin, je me réveille avec une nomination comme responsable du pôle juridique de INPO. Merci beaucoup, Monsieur le Président, pour cette confiance. Oui, à confiance. Parce que entre un mandant Écoutez bien ici, hein? Et un avocat, le maître mot, c'est la confiance. Une confiance absolue. C'est cette confiance-là qui a été rompue avec le PDCRDA. C'est cette confiance-là qui n'existe plus entre le peuple de Côte d'Ivoire et le PDCRDA. La confiance a été rompue. Mais est-ce que cela veut dire que c'est une confiance rompue à 100%? C'est absolument faux. Mais la confiance rompue peut atteindre les 60, 70, 80%. Et ça, le PDCI n'a pas connu ça. Bédier ne ferait jamais ce que Tidjane Thiam vient de faire. Bédier a toujours assumé. Et regardez bien, Tidjane Thiam essaie de dire que moi, je me démarque du président Bédier. Parce que Bédier a soutenu, il avait même mis en place le Conseil national, le Conseil national de transition, CNT. Bédier même avait demandé la mise en place d'un Conseil national de transition. Bédier avait demandé le boycott actif au stade Houphouët-Boigny. On a vu que la résidence du président Bédier a été encerclée. On a même vu des petits blacours de FRC qui voulaient aller enlever le président Bédier. Donc Tidjane Thiam ici dit, l'ère Bédier c'est fini, le boycott on n'est pas dedans. Mais le président Bédier a bel et bien réfléchi alors qu'il était candidat. Il a refusé d'aller à ces élections parce qu'il ne voulait pas cautionner la forfaiture. Et Tidjane Thiam vient nous dire, non. Mais vous voyez PDCRDA, c'est là que vous devez vous réveiller un peu, je vous en prie. Bédier a géré ce pays-là. Il a été ministre de l'économie et des finances. Il a été président de l'Assemblée nationale. Il a été opposant, président du PDCRDA. Jusqu'à sa mort, il n'a pas renoncé à ses valeurs. Tidjane Thiam, à peine il arrive à la tête du PDCRDA, la première trahison commence. La confiance est rompue. Nous, on n'a pas voulu boycotter, c'est parce que notre candidature a été rejetée. Ça veut dire quoi ça? Bédier, sa candidature a été acceptée, mais il a dit non, il ne participe pas. Il a refusé de participer. Mais est-ce que Tidjane Thiam sait ce qu'il faut pour être président? Il ne peut pas arriver Bédier à la cheville, Tidjane Thiam. Merci, Monsieur le Président, de nous avoir fait confiance. Mes confrères et moi, ici. Monsieur le Président, c'est un petit groupe d'avocats déterminés, Écoutez bien, volontaires, parce que ce n'est pas facile défendre dans notre pays les prisonniers d'opinion. hey, On prend beaucoup de risques, comme tout le monde. c'est ce que je voulais que vous écoutiez. Ce n'est pas facile de défendre des prisonniers d'opinion dans notre pays. Ce n'est pas facile, ça demande beaucoup de courage. Malheureusement, c'est ce que Tidjane Thiam n'a pas. Malheureusement, c'est ce que Tidjane Thiam n'a pas compris. Malheureusement, c'est comme ça que le PDCRDA, au lieu d'en débattre sérieusement au sein de la direction du parti,
on se lève et puis on prend un communiqué laconique qui insulte la mémoire de ceux qui ont été meurtris dans la chair, dans l'âme, dans le corps, et ceux qui sont en détention et ceux qui sont 6 pieds sous terre. Les Ivoiriens auraient pu tout accepter, mais pas ça du PDCRDA. Vous allez trouver peut-être des formules pour essayer de détourner ce que vous avez dit. Vous allez essayer de trouver des formules pour essayer de manipuler ce que vous avez dit, mais la réalité reste la réalité. Le français reste le français. Vous avez dit que vous n'avez pas demandé le boycott actif. C'est parce que votre candidature a été rejetée. Donc, vous ne vous reconnaissez pas dans les violences qui ont eu lieu en Côte d'Ivoire. Bédié les a assumées jusqu'à sa mort. Comment on peut comprendre ce PDCRDA de Bédié et le PDCRDA de Tidjane Thiam? Les hommes se succèdent, les époques se succèdent, mais ils ne sont pas les mêmes. Et c'est ce qu'il vient de dire. Ça demande du courage, et ce courage-là, Tidjane Thiam ne l'a pas. Ça demande de la ténacité, et cette ténacité, il ne l'a pas. Ça demande de l'abnégation et de la détermination, il ne l'a pas. Moi, je vais être clair, ce sera la traversée du désert pour le PDCRDA, parce que la confiance, le pacte de confiance a été rompu. Le PDCA a gouverné ce pays-là de 60 à 93, de 93 à 99, deux présidents. Et le pacte a été brisé entre ce peuple et le parti qui a apporté l'indépendance, soi-disant, au passage à la Côte d'Ivoire. Le PDCA a toujours assumé son histoire, son passé. Mais Tidjane Thiam vient de renier le passé de ce PDC glorieux. Ça fait honte, c'est pathétique et c'est pitoyable. C'est pourquoi nous allons demander encore au peuple de Côte d'Ivoire d'écouter la voix de la sagesse, c'est-à-dire le président Kodo Laurent Gbagbo, et de sanctionner le PDCRDA parce que le PDCRDA ne mérite pas la confiance des Ivoiriens. Vous pouvez ne pas me croire, vous pouvez même m'insulter, mais je prie que j'ai tort, que vous ayez raison. Parce que si j'ai raison, c'est pas joli. Parce que Ouattara a encore beaucoup de réserves, il a encore beaucoup de surprises qui attendent le PDCRDA. Il n'a même pas encore commencé. Actuellement, il allait se coucher parce qu'il a forcé les élections. Je vous ai dit, j'ai dit, Ouattara, il s'est fait bombarder de drogue. Je crois que les effets de la drogue après la campagne, parce qu'il voulait montrer qu'il était en bonne santé alors qu'il est malade. Donc, il est sorti, il a fait cette campagne-là, puisque je vous avais même fait la confidence. Il y a 2 médecins qui ont été dépêchés de toute urgence pour être avec Alassane Ouattara pendant toute la durée de la campagne. Il lui avait été demandé de ne pas faire la campagne. Il lui avait été demandé de se retirer, qu'il n'avait pas besoin de pression au regard de sa santé fragile, qu'il n'avait pas besoin. Mais Ouattara n'a pas entendu. Il est têtu, il n'a pas écouté. Il a forcé et je crois qu'il a fait une chute. Et automatiquement, il est parti. Donc, l'état de Ouattara ne permet pas. Attendez, soit disant visioconférence par rapport à Mbalo là. Vous croyez que quoi? Pourquoi Ouattara ne... Attendez, depuis quand vous avez vu il y a urgence au sein de la CEDEAO et puis ces visioconférences qu'on fait? Vous avez vu ça où? Ouattara est sérieusement malade. Je le dis, je le confirme, il est sérieusement malade. Et je peux même dire à la date d'aujourd'hui que son cas est beaucoup désespéré. Rappelez-vous de ce que je vous ai dit la semaine dernière. J'ai dit que j'ai vu une image, j'ai vu quelque chose, j'ai pas envie de rentrer dans les expressions qui vont amener les gens à penser quelque chose d'autre. Mais la personne qui a annoncé la nouvelle, je ne savais pas qui est venue dire Ivoirien, Ivoirienne. La Côte d'Ivoire, attendez, il y a un bâtard qui est là, c'est Donne-moi une seconde, il y a un bâtard qui est là, on le fait sortir de notre direct là. Kassi Kebinyamukode, bâtard, raté, fils de pute, enfant de capote percé. C'est dans mon direct que tu es là, Inyamukode. Donne-moi une seconde, ce bâtard là, je vais le faire sortir de mon direct. Imbécile bâtard que tu es. Alors donc, je répète encore. Donc Alassane Ouattara, c'est tout ça qui est là. Nous le disons, nous le confirmons, il est sérieusement malade. Et l'état de santé de Ouattara nous a mené à faire l'image que j'avais,
Ivoirien, blablabla, la Côte d'Ivoire est en deuil. Voilà, le président nous a quittés. Mais gardez ça en esprit. Ouattara, en tout cas, c'est pas, comme dit le président Gbagbo, ce quatrième mandat, il ne va pas le faire. Il ne le fera pas. Il ne le fera pas parce que ils peuvent vous raconter leur vie, ils peuvent croire que tout va bien, ils peuvent croire que tout est bon, ils peuvent croire que tout est correct, mais tout est faux. Tout est faux. Pour le moment, tout ce qu'ils nous présentent. Mais c'est des gens aussi, intelligemment, nous les poussons à commettre des erreurs. Nous faisons des publications, nous faisons des communications, nous faisons des interventions qui les poussent à sortir. Et quand ils sortent, ils commettent des erreurs. Et chaque fois qu'ils commettent des erreurs, c'est à l'avantage des Ivoiriens. Parce qu'aujourd'hui, c'est drogue, 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 drogue. Mais Ouattara est fini. Ouattara, ce n'est qu'une enveloppe vide, une enveloppe corporelle vide qui marche devant nous. Ça fait combien de temps je vous dis que la vie n'est plus en lui? Et ça, c'est une réalité. La vie n'est plus en Ouattara. Ouattara marche, on le voit, mais la vie n'est plus en lui. Il y a un seul élément que Dieu attend. Bon, un seul élément, c'est un peu trop dit, mais Dieu attend quelque chose certainement que nous ne savons pas. Dieu attend un moment que nous ne savons pas, puisque ces choses-là dépendent de la prérogative exclusive du Seigneur Dieu pour frapper Ouattara, et Ouattara sera frappé. Il va te bien frapper. Alors, je voudrais dire à tous ces détenus qui me suivent depuis la Maca ou dans les différentes prisons à travers le pays en Côte d'Ivoire, aux familles de ceux qui sont en détention, aux épouses, aux enfants, comme l'a dit tout à l'heure la porte-parole, vos parents, vos frères, vos soeurs, vos maris, ils n'ont pas commis un crime. Leur seul tort, c'était de croire en la liberté d'expression garantie par la Constitution. Et il y a un criminel, un voleur et un assassin appelé président qui est à la tête de la Côte d'Ivoire, qui leur prive de ce droit fondamental que leur donne la Constitution. C'est vrai qu'ils ne sont pas là aujourd'hui avec vous à la maison. Ils ne sont pas là à vos côtés pour vous donner des conseils. Quand vous venez de l'école, vous aurez souhaité voir le père là qui vous demande qu'est-ce que vous avez fait à l'école aujourd'hui. Il n'est pas là. Vous aurez souhaité voir ce papa-là. Papa bon est arrivé, quand il revient du travail, il n'est pas là. Parce qu'il y a un criminel à la tête de la Côte d'Ivoire qui a décidé de pourrir la vie des Ivoiriens. Mais sachez une seule chose, c'est que vos parents n'ont rien fait de mal. Vos papas n'ont rien fait de mal. Vos époux n'ont rien fait de mal. C'est parce qu'ils croient en la Côte d'Ivoire. Et cette espérance à ce pays-là ne sera pas une espérance gratuite, fortuite. Un jour, aujourd'hui, vous pleurez parce qu'ils ne sont pas là. Mais un jour, vous serez fiers assis à côté d'eux de savoir que leur détention avait servi une noble cause, plus grande que ce qu'ils pouvaient imaginer. La chute du criminel qui est au pouvoir. C'est parce qu'ils sont au pouvoir que nous aurons le moyen de parler. C'est parce qu'ils sont en prison, en détention illégale, que nous allons mener ce combat-là. Et ce combat que nous allons mener, par la grâce de Dieu, va aboutir à la chute de ce dictateur criminel, ce voleur et ce manipulateur. Donc, nous, donne-moi une seconde. Il est important pour nous voilà, il est important pour nous parce que c'est fondamental pour nous. Et une fois de plus, infiniment merci à ces familles-là qui, dans la douleur, pleurent, mais ce sont des pleurs silencieux, des cris silencieux, des murmures silencieux. Au-dedans de vous-même, vous murmurez, vous pleurez. Mais le Dieu que vous invoquez n'est pas un Dieu mort, c'est un Dieu vivant. C'est le Dieu de la rétribution, c'est le Dieu de la justice, c'est le Dieu de la vérité, c'est le Dieu du droit. Au nom de ce Dieu vivant que nous servons tous, nous savons que forcément, tôt ou tard, ces criminels qui sont au pouvoir vont tomber.
Et le jour viendra, ils vont tomber. Et ce jour-là, nous allons célébrer ensemble avec le Seigneur Tout-Puissant. Alors, c'était cette petite communication que je voulais faire sur l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion lancée par le président Kodo Laurent Gbagbo. Et nous lui disons infiniment merci. Merci à celle qui a porté la voix des sans-voix, la voix des détenus politiques. Merci à cet avocat-là, à ce conclave, à ce collège d'avocats qui a décidé, n'est-ce pas, de se battre pour que ceux qui sont dans le noir puissent sortir dans la pleine lumière et vivre pleinement avec leur famille. Nous remercions aussi infiniment le président Gbagbo, malgré son âge, le poids de l'âge et les défis qu'il a traversés tout le long de l'histoire de la Côte d'Ivoire, d'être resté avec les Ivoiriens. C'est là que nous, on aurait souhaité voir le président Tidjane Thiam. Gbagbo, à son âge, aurait dû se reposer. Mais regardez comment les choses ont changé de posture en Côte d'Ivoire. Ça, c'est le mot de la fin. Regardez comment les choses ont changé. Avant, Gbagbo Laurent laissait les Kone Katina, les Damana Pikas et autres, les Sébastien Dano parler. Mais maintenant, si vous avez bien remarqué, c'est Gbagbo lui-même qui parle. Et cette stratégie porte ses fruits. Gbagbo, il a besoin de Kone Katina à ses côtés, Sébastien Dano Djedje et tous les autres. Donc, il prend lui-même maintenant la parole et c'est cette posture-là qui me marque. Mais pendant ce temps, où se trouve Cheikh Tidjane Thiam, hors de la Côte d'Ivoire, en train de se balader. Si ces balades-là, si son carnet d'adresse pouvait changer quelque chose, je crois qu'il serait déjà rentré en Côte d'Ivoire. Donc, Tidjane Thiam doit comprendre que son carnet d'adresse ne le sauvera pas. Son carnet d'adresse ne le fera pas rentrer en Côte d'Ivoire. C'est le courage qui va le sauver. C'est la détermination qui le fera entrer. Parce que lui, il rentre. Il va pousser Ouattara à commettre l'impair. Ouattara arrête Tidjane Thiam. C'est fini pour le RH depuis. Mais que Tidjane Thiam accepte aussi d'être appelé un jour prisonnier politique. Gbagbo l'a été. Nelson Mandela l'a été. Pourquoi il pense que, est-ce que Donald Trump n'a pas été accusé? Il a payé ce qu'on appelle le bail-out, il a payé la caution pour être libéré. Il a été interpellé, il a été menotté. Le FBI allait fouiller à Mar-a-Lago le domaine somptueux de Donald Trump. Mais pourquoi Tidjane Thiam qui pense qu'il est mieux que tout cela? Sarkozy, il était en prison, il est sorti, non? Mais même s'il reste encore un détenu en sursis. Mais tant que Tidjane Thiam ne comprendra pas ça, il ne va pas gouverner quelqu'un. Il a peur qu'on l'appelle ancien prisonnier, il a peur d'aller en prison. Ça, c'est son droit. Il a la possibilité de faire le bail-out, comme le font les autres. Mais pourquoi il ne vient pas? Parce que le PDCI a besoin de lui. Ce n'est pas de l'extérieur qui pourra faire quelque chose. Parce que tant qu'il ne viendra pas, son combat est voué à l'échec. Et le PDCI doit faire beaucoup attention. C'est tout. Gbagbo est là. Donc, vous avez vu que Gbagbo, Kone Katina Kone, Gbagbo a compris qu'on veut arrêter tout le monde autour de lui, l'isoler. Donc, comme c'est un vieux de la vieille et qui comprend très bien les enjeux politiques, qu'est-ce qu'il fait? Vous ne parlez plus, restez à côté. Maintenant, moi-même, je sors et puis je parle. Ils n'ont pas venir m'arrêter. Voilà un vrai chef. Voilà un vrai combattant. Voilà un vrai politicien. Voilà ce dont la Côte d'Ivoire a besoin. Gbagbo dit, Kone, Katina, toi et les autres, Sébastien, tous, restez derrière. Maintenant, moi, je parle. Il se débrouille, malgré qu'il a des difficultés pour se déplacer, il se débrouille. Quelque part, on n'est pas d'accord qu'on envoie Nadi, mais le fait qu'on envoie Nadi, ça sauve aussi, ça empêche des arrestations. Ce que Nadi va dire, là, on n'est pas d'accord avec certaines choses, moi je m'en fous, moi je ne suis pas un négationniste. Ce que Nadi va dire, là, si Kone Katina est allé il y a longtemps, il y avait un mandat d'arrêt qui a été, il y a un mandat de convocation, et lui a été décerné déjà. Si c'est Sébastien Dano, mais qu'est-ce que Gbagbo fait? Lui et son épouse sortent, les deux sortent. Elle va voir les familles, maintenant lui il sort. Elle est sur le terrain, lui il est sur le terrain. Voilà comment Gbagbo a changé la donne et voilà pourquoi l'insomnie de Ouattara s'est transformée en une crise qui nécessite encore de prolonger la prestation de serment. Parce que Gbagbo connaît Ouattara, il est l'antidote de Ouattara. Gbagbo se dit quoi? Si je parle, il peut. Chaque fois que Gbagbo parle, puis Nadia sort.
Ouattara est malade. Si les garçons n'ont qu'à arrêter Gbagbo, il ne peut pas l'arrêter. Et le monde ne lui pardonnera pas ça. Il ne peut pas toucher à Nadi Baba. Il sait, il ne peut pas toucher ni à Gbagbo ni à Nadi. Donc, qu'est-ce que Gbagbo fait? Il met tout le monde à côté et puis c'est lui qui parle. Il faut être un vrai chef pour faire ça. Il faut être celui qui est déterminé. Il faut être celui qui est un abonné des prisons de faire ça. Est-ce que Cheikh Tidiane Thiam peut faire ça? C'est ce que le PDC attend de lui. Le PDC a un président, mais qui n'est pas à la hauteur. Le PPAC a un président qui est à la hauteur. Même Afi Nguessan, il lui a dit, il faut arrêter. Afi, il faut arrêter. Tous ceux qui sont à lui, là, il dit, tout le monde taisez-vous, laissez-moi seul. Il sait ce qu'il fait, il sait où il veut aller. C'est pourquoi je tire mon chapeau au président Gbagbo en lui disant infiniment merci. Donc, c'était la petite communication qu'on voulait faire sur l'initiative pour la libération des prisonniers d'opinion et en même temps interpeller le PDC-RDA, interpeller les Ivoiriens. Si le PDC-RDA ne veut pas revoir sa position, que les Ivoiriens sont libres, ils peuvent accorder leur confiance au PDC-RDA, mais qu'ils acceptent aussi de payer le prix. Ou tout simplement, ils sanctionnent le PDC-RDA pour que le PDC-RDA prenne conscience que ce n'est pas comme ça qu'on peut arriver au pouvoir. Donc, infiniment merci à toutes et à tous. On garde le contact, Inch'Allah. Merci et à très bientôt.